OK, une entreprise à plus d'1 million par an avec un seul produit, un seul canal, sans coacher dedans et qui se pilote en 5 heures par semaine. C'est la promesse de base. Je suis pas sûr qu'on y arrivera tous. Il y a certains jours moi-même, je suis pas sûr d'y arriver. Mais en tout cas, on va essayer. Le postulat de départ de tout ça, c'est que j'aime pas trop travailler. C'est fatigant. Je préfère rester devant Netflix, allongé, à bouffer une glace. Mais ce qui va avec, c'est que j'aime bien l'argent. Et donc j'avais un problème. Comment je fais pour gagner correctement de l'argent? Mais pour pouvoir passer 3-4 heures par jour allongé dans mon lit à regarder les Simpsons. Tout ça, ça commence en 2021. Sur mon audience organique, je lance un atelier payant en ligne, type webinaire mais payant. Et à la fin, je vends une nouvelle offre que je décide de créer un peu sur le moment. C'est-à-dire que 3 jours avant l'atelier, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et on appelle ça l'Académie des génies. Cet atelier-là, j'aurai sur une audience organique 110 inscrits qui ont payé entre 40 et 97 euros parce qu'on a fait des prix progressifs. 27 clients derrière, entre 1 et 3K. À ce moment-là, je me dis que je suis le roi du marketing. Ça y est. Je suis le futur Bill Gates. J'ai tout compris. Je vais réussir dans la vie, quoi. Problème, il n'y a absolument rien qui est prêt côté de mon produit. Même pas un module d'introduction. Et donc, en fait, du jour au lendemain, je me retrouve avec 27 personnes avec des problèmes différents, qui ne sont pas au même niveau, et qui me disent « Bon, on fait quoi ?» Oh putain. La solution, ça a été de surdélivrer, tout le temps, moi-même. J'avais à ce moment-là qu'un seul expert comptable, et j'avais Félix, qui s'occupe aujourd'hui du back-end de mon entreprise, mais qui faisait de la facturation, de l'automatisation et des data. J'étais seul face à 27 clients, qui avaient tous des problèmes différents, et je devais me démerder. À refaire, je ne conseille pas. Ce n'est pas une super idée. À la base, ce programme-là, en test, à l'arrache, délivré en live, je voulais 10 personnes dedans. Sauf que, comme je vous l'ai dit au début, j'aime bien l'argent, donc quand il y a 27 personnes qui veulent m'en donner, je dis oui. Le problème avec tout ça, c'est que c'est intenable. Je bâcle le programme ultra rapidement. Je continue de coacher dedans, en faisant des sessions où je répondais à peu près à tout et n'importe quoi, peu importe où ça m'emmenait pour essayer de faire plaisir aux clients. Et très rapidement, je prends un coach mindset, une nounou pour les clients, pour m'épauler dans tout ça. Et c'est là que les problèmes continuent. C'est galère, j'arrive à peu près à tenir le programme comme je peux, et je me dis je vais lancer une deuxième cohorte. Je vise 150 à 250 000 euros sur ce lancement. Je me dis que je peux y arriver, large. Même stratégie marketing que la dernière fois. Donc un lancement sur 7 jours, un atelier, je pitch l'offre à la fin, je pitch le produit pendant 7 jours, etc. Et je mets 10K d'ads en bonus en plus de tout ce que je fais en organique. 10 ventes à 3000. Alors là, tout de suite, je me dis beaucoup moins que je suis ingénieur marketing. Je me dis que je suis nul, que visiblement, je n'ai pas compris un truc, et que expert en webinaire, ça ne s'improvise pas. Il y a des personnes ici qui pourront le confirmer. Très vite, j'en ai marre des lancements. En vrai, c'est pas que j'en ai marre des lancements, c'est que je suis nul et que j'ai pas l'impression que je vais pouvoir devenir bon dedans. Donc je décide de tout foutre en l'air sur mon système de livraison, enfin, si on peut appeler ça un système. Et je me dis, je vais faire de l'evergreen. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je peux rentrer des clients toute l'année, et ils commencent pas tous en même temps, ils finissent pas tous en même temps, et je me débrouille à partir de là, je vais trouver une solution. Je recrute une autre personne pour m'aider, notamment sur la vente, pour pouvoir faire entrer ces clients toute l'année en fonction de mon audience organique et de mon lead gen en publicité. Sauf que je découvre au bout de quelques mois qu'il est nul en vente. Quand je dis nul en vente, c'est-à-dire qu'on a repris certaines de ses conversations Messenger, c'était très particulier. La personne envoyait un pavé comme ça pour expliquer toutes ses problématiques et pourquoi elle essayait de trouver une solution avec nous, et il répondait « Et donc, quels sont tes objectifs ?» ChatGPT a l'air plus humain. À ce moment-là, j'ai un coach qui est censé faire du suivi client, j'ai un setter qui set mal, j'ai moi avec les clients, et j'ai absolument aucune structure. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de bordel, 40 à 50 clients, le programme, c'est du chaos, il n'y a pas de structure d'acquisition, il n'y a pas de structure de nurturing, il n'y a pas de structure de livraison, il n'y a pas, et alors upsell, continuity, de toute façon, ils ne veulent pas rester. Vraiment, à ce moment-là, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Soit je change tout, soit je trouve une solution, soit je pars élever des chèvres au Pérou, quoi. Enfin, c'est pas possible, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et je me rends compte qu'il va falloir que je structure tout. Et je me rends compte que je suis plus solopreneur, que je ne peux plus faire mumus comme j'ai envie, et que je vais devoir développer une vraie entreprise. Je vais devoir avoir des pôles, je vais devoir avoir des process, je vais devoir avoir des équipes, je vais devoir les former, les manager. C'est tout de suite moins fun sur le coup.
À ce moment-là, je recrute Xerius. Xerius, c'est un ancien client à moi que je connaissais un petit peu, qui avait bossé avec certains de mes concurrents. Et je le fais rentrer au début pour m'aider un peu sur du marketing. En fait, finalement, c'est lui qui va repenser tout l'intérieur de l'entreprise avec moi. Après 2 mois avec Xerius à mes côtés, on a un vrai système d'onboarding et d'offboarding qui est clair. C'est-à-dire qu'un vrai narratif, ce qu'on appelle un narratif, c'est le client rentre, au bout d'1 heure, il se passe ça, au bout de 2 heures, il se passe ça, 24 heures, il se passe ça, une semaine, il se passe ça, et ainsi de suite. Pareil, on a mappé l'intérieur du programme, et il y a un vrai process, un vrai système d'offboarding. Une semaine avant la fin, il se passe ça, 24 heures avant la fin, il se passe ça, etc. Déjà avec ça, on arrive à uniformiser l'entrée et la sortie des clients. Alors à ce moment-là, c'est encore un peu le bordel, mais ça va. On a recruté notre personne, et donc la tech marche. On n'a plus le site est cassé. Alors vous n'avez pas forcément l'habitude avec moi, mais tout ce qui est technique, je ne suis pas très fort. Et en général, j'appelle des gens au secours quand j'appuie sur le mauvais bouton, que j'ai tout fait tomber alors qu'on a de la pub qui tourne dessus. Je fais à l'aide, le site est cassé. Oui, mais c'est-à-dire, je ne sais pas. À ce moment-là, donc la tech marche. On a un vrai système de tracking des leads, enfin, qui à ce moment-là, c'est du Excel avec des tags Google Manager, enfin c'est le bordel quoi. Mais on arrive à savoir d'où ils viennent et quel est le ROI sur nos ads. On a un peu de visibilité. On a un vrai système sales, on a un vrai système setting et on a un funnel qui fonctionne. À ce moment-là, on est entre 30 et 50 000 de chiffre d'affaires mensuel. Moi, je crois que j'ai tout réussi. Vous verrez, je crois souvent que j'ai tout réussi. Sauf qu'en fait, c'est le début de la vallée de la mort. Pour ceux qui ne savent pas, la vallée de la mort, c'est un truc, tout type d'entreprise va le passer. C'est-à-dire qu'on est trop gros pour là où on en est, mais pas assez gros pour là où on veut aller. Donc les problèmes qui viennent avec cette vallée de la mort, c'est qu'on est surstaffé. On est staffé pour faire 100K, on en fait 40-50. Les leads convertissent peu et pas assez vite, et on ne sait pas pourquoi à ce moment-là. On n'arrive pas à trouver de bons sales. Il faut que j'encadre les coachs, il faut que je coache les clients. Je suis absolument partout, et c'est l'enfer. Vous pouvez demander à Marie dans quel état j'étais à cette époque-là. C'était pas fun. Donc je décide de nouveau tout changer. Je vire un tiers de l'équipe. Je change radicalement les process de recrutement sales, la façon dont on les onboard. On finit par en trouver 2 bons. Et on fait un gros lancement de tout ça. 100K en 1 mois. Youhou! Futur millionnaire. Non, jamais. Toute mon aventure entrepreneuriale est ponctuée de grosses claques d'ego dans la gueule, à savoir de « j'ai tout réussi, je suis le meilleur, ah non ». « J'ai tout réussi, je suis le meilleur, ah non ». Et vous verrez que vous avez sûrement vu la même chose. Il y a un framework qui est très important dans la croissance d'une entreprise, vous le connaissez peut-être, c'est Scale, Mess, Depth. Scale, croissance, Mess qui crée du bordel, Depth, tant que vous n'avez pas payé votre dette en restructurant l'entreprise, en mettant en place des process, en regardant où ça pète et en réglant le problème, vous ne pourrez pas repartir en croissance. Donc on fait un mois à 100K, le mois d'après 80, le mois d'après 70, le mois d'après 50. Je suis toujours structuré pour faire plus de 100. Panique à bord, on perd de l'argent, c'est même plus un robinet, la baignoire elle est éventrée. Le système de livraison pète de partout, les clients ne sont pas contents, ils n'ont pas assez de résultats. En 2022, on a subi plusieurs grosses attaques en plus de bad buzz en externe, donc avec des gros youtubeurs, des gros médias, des influenceurs qui ont décidé de nous attaquer. Ce qui appuie encore plus fort et crée plus de tension sur le système d'acquisition, sur le nurturing, etc. 2. Des attaques ? On a eu Milgram, qui est un youtubeur zététicien, qui a fait une vidéo où il dégomme les coachs de coach, et on est dans le panel. Ça a été repris par Monsieur Mondialisation dans un article, qui lui me cite un peu plus précisément en forçant un peu. Et ensuite, on a les mecs de Nordpress, qui à la base est un média satirique, mais aujourd'hui c'est juste des emmerdeurs, qui ont décidé d'envoyer leurs 10 000 bonhommes pourrir nos publicités et nos funnels. C'est quand vous avez 10 000 personnes qui vous insultent toutes les 10 minutes sous toutes vos pubs et qui prennent des faux rendez-vous dans vos funnels et donc qui flinguent votre pixel Facebook, ça amène encore un peu plus de tension. À ce moment-là, je suis à bout de nerfs, j'en peux plus. Mais je lâche pas. J'ai vu qu'il y a déjà des merdes que j'ai résolues par le passé et que je suis probablement capable d'en résoudre d'autres. Et à ce moment-là, entre le business qui est sous tension et les attaques, je me dis vraiment, au pire ça pète, je ferme la boîte, rien à foutre, tant pis. C'est pas grave, je referai autre chose quoi. Mais vraiment, j'étais arrivé à un état de
oh, si ça crève, quoi. J'en ai marre. J'en ai marre que tout le monde m'emmerde, j'en ai marre, tout me faisait chier. À peu près dans cette période, on recrute Marie au Customer Care, Mehmet en Head of Coach. Je mets beaucoup plus d'énergie sur former et manager nos sales et les suivre tous les jours à ce moment-là. Rachid, qui est aujourd'hui notre Head of Sales et qui était un de nos vendeurs à l'époque, finit par devenir meilleur que moi. J'ai passé beaucoup plus de temps avec chaque personne de l'équipe tous les jours. Ma charge de travail, elle avait x10. Parce que je gérais toujours la mienne, mais je gérais la leur aussi, en partie, pour les manager correctement. Marie, assez rapidement, met le nez dans le produit. C'est assez sans appel. Le produit, c'est le bordel. Il y a trop de trucs dedans. Les étapes, elles ne sont pas claires. On ne paye pas pour ça. Il faut tout refaire. Ça faisait 1 an et demi qu'on tournait dessus. On refond le produit. On refond l'expérience client. On refond le narratif, les étapes. Et on recrute encore plus de coachs. Aujourd'hui, on a 6 coachs dans le programme. Une à 2 permanences par jour, plus des customer care pour accompagner les clients. Aujourd'hui, ils ont un groupe, une plateforme vidéo, des coachings de groupe, des coachings one-one, du customer care hebdomadaire. À ce moment-là, on se dit qu'on est prêt. On est en janvier 2023. Ça a mis 7 mois pour comprendre une seule chose. La clé, ce n'est pas l'acquisition. Ce n'est pas le marketing. Ce n'est pas les sales non plus, contrairement à ce que tout le monde pense. Et la clé, ce n'est pas le product. La clé, c'est de recruter des gens fiables partout et de réussir à les faire parler entre eux. Aujourd'hui, je pilote l'acquisition avec Xerius, qui est mon bras droit et directeur marketing. Je pilote une partie du marketing avec Xerius et Florian qu'on a recruté. Rachid pilote les sales, Marie et Mehmet pilotent le produit et les coachs. On a Félix et Océane qui pilotent le back-end. Moi, mon seul job, c'est d'être dispo pour eux, autant que nécessaire, et de donner la direction. J'ai enlevé mes mains de toute mon entreprise. Je fais quasiment plus rien, à part du contenu. Par contre, j'ai des gens à chaque poste que j'écoute et que je viens épauler s'ils ont besoin de moi. Est-ce qu'ils ont besoin de temps? Est-ce qu'ils ont besoin de ressources financières? Est-ce qu'ils ont besoin d'équipe? Est-ce qu'ils ont besoin de process? Est-ce qu'ils ont besoin de coaching? Est-ce qu'ils ont besoin d'être formés? Ce dont ils ont besoin, on leur met à disposition. La clé finalement, c'est les humains que vous avez dans votre entreprise et les process. On en parlait hier soir en buvant un verre. Il y a 3 types de personnes dans votre entreprise. Il y a les T3, T2, T1. T3, opérationnel. On va être vulgaire, presse-bouton. T2, manager. Encadrer les presse-boutons. T1, qui prennent des décisions à votre place. Si vous faites moins de 3 millions par an, de toute façon, vous n'avez pas de T1. Et si vous croyez que vous en avez, vous avez un problème. Parce qu'en fait, les vrais T1, vous ne pouvez pas les payer. Pas encore. Une fois que tout ça c'est en place, les prochains chantiers, c'est la rétention client, pour justement dérisquer un peu son business, et le média. Parce qu'une fois que vous avez un business qui est structuré et qui est en capacité de tourner sans vous, il va falloir diminuer le risque, diminuer les zones de tension qu'il y a aux différents endroits de votre entreprise. Dans l'accompagnement, la vraie zone de tension, c'est souvent l'acquisition. Avec du média, on diminue les dangers à venir, pour l'avenir, du paid. Les algorithmes changent, les réglementations RGPD, c'est l'enfer. Il y a de plus en plus de concurrence, l'acquisition est de plus en plus chère, les temps de conversion de plus en plus longs. C'est de plus en plus difficile d'acquérir un client avec de la publicité. Vous pouvez vous faire ban votre compte. Vous pouvez ne plus avoir le droit de dire des choses que vous dites actuellement et qui sont vos arguments marketing principaux. La publicité, c'est un des trucs les plus puissants qui existent pour acquérir des clients. Mais c'est aussi le plus risqué. Parce que tout peut péter à tout moment pour un truc que vous ne maîtrisez absolument pas. Normalement, un business stable et solide, il n'a pas plus de 50% de son chiffre d'affaires qui vient de la publicité. J'y suis pas encore. On est en train d'y travailler. Aujourd'hui, on a 25% qui vient de l'organique. L'année dernière, on avait 100% qui venait de la pub. Du média, ça peut être YouTube, podcast, Instagram, blog, newsletter, partenariat avec des newsletters, ça peut être plein de choses. Du sponsoring, ce que vous voulez. Mais on va aussi dérisquer avec les bonnes personnes, à cause du prix d'un mauvais recrutement. Est-ce que vous avez déjà calculé le coût
à peu près, d'une mauvaise personne à un poste clé de l'entreprise. Coût en termes de ce que vous la payez, coût en termes du temps que vous allez y passer, coût de licenciement, coût de re-recrutement, manque à gagner en termes de croissance. Risque prud'homme. Moi, je salarié personne, comme ça, c'est réglé. À part Marie, mais c'est peut-être dangereux. Impact sur les autres salariés. Si vous avez un B-player au milieu de A-player, c'est très compliqué. Parce que les A-players, ils vont venir vous casser les couilles tous, toute la journée, en disant l'autre, il fout rien. Mais de même, si vous demandez de prendre des décisions à un B-player, ça ne marche pas. Si vous demandez de faire du presse-bouton à un A-player, en général, c'est pas terrible, etc. Vous avez besoin de tout type de personnes dans votre équipe. Les meilleurs, les moins bons, ceux qui suivent des process, ceux qui ont des idées, des créatifs, des bordéliques, des structurés. La question, c'est à quel poste vous les mettez. Est-ce que vous les mettez au bon endroit par rapport à la tâche? Est-ce que vous allez mettre un introverti, timide, maladif, empathique en vente au téléphone? Peut-être pas. Peut-être par contre que cette personne-là, derrière son ordinateur avec des emails pour gérer du SAV, elle serait extraordinaire. Chaque type de personnalité, chaque caractéristique de l'humain va bien avec un type de poste et ne va pas ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Nous, aujourd'hui, notre head of sales, c'est un empathique, plutôt réservé. Mais il a développé des compétences. C'est possible, mais ce n'est pas la norme. La réalité aujourd'hui, c'est que mon entreprise, elle ne prend pas vraiment 5 heures par semaine, puisque je suis tout le temps en train de chercher l'étape d'après, le truc d'après, de structurer, de vouloir scaler, de vouloir faire de la croissance. Mais sur le principe, je pourrais. Aujourd'hui, notre produit principal ne dépend plus de moi, parce qu'on l'a structuré pour. L'acquisition ne dépend quasiment plus de moi. Je fais encore un peu de contenu, mais je pourrais facilement le déléguer et l'automatiser. Les décisions financières ne dépendent plus de moi. Sur ce produit, avant qu'on décide d'en créer un au-dessus et de rajouter du média, etc., mon intervention réelle, je pense qu'elle est de 2 heures par semaine. Et ce produit, à lui seul, fait 1 million par an à peu près. Le but, c'est pas de travailler 5 heures par semaine. Je pense qu'on a tous envie de bosser un peu plus que ça parce qu'on aime ce qu'on fait. Le but, c'est de ne pas être le goulot d'étranglement de ces produits. Et ça, le seul moyen de le faire correctement, c'est pas de lancer 27 trucs à la fois, en fait. Parce que structurer une offre nous a pris 30 mois pour structurer une offre. Imaginez si on avait eu ne serait-ce que 5 offres différentes, en termes de temps que ça prend de structurer le produit, de prendre en compte les retours clients, de recruter les équipes, de mettre en place les... C'est pas possible. Ou du moins, pas dans des coûts raisonnables par rapport à notre taille d'entreprise. Déjà, merci pour ce partage d'expérience. Toi, si c'était à refaire, si tout ça était à refaire, à quel moment tu structurerais? Est-ce que ce serait au tout début? Est-ce que ce serait un palier de chiffre d'affaires? Je pense déjà que je me poserai plus de questions en amont sur le parcours client. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'avoir un produit qui est fini avant de commencer à vendre quoi que ce soit, c'est même un peu con. Mais par contre, si je fais un lancement et que j'attends entre 5 et 30 personnes, je me serais peut-être plus demandé, ok, voici le chemin qu'ils veulent accomplir, voici les étapes par lesquelles ils vont passer, voici les blocages qu'ils vont avoir à chaque étape, voici comment je vais les résoudre avec eux, on va faire ça dans tel ordre. S'il y en a un qui est plus avancé, voici ce que je vais faire dans ce cas-là. J'aurais peut-être plus anticipé les problématiques de croissance, notamment au niveau de la livraison, que je ne l'ai fait en réalité. Ça, c'est un truc... on a refait la même connerie en plus avec le lancement du programme du dessus qu'on avait mal structuré. Et là, on l'a restructuré en urgence, alors qu'on a juste 8-10 personnes dessus. Avant de le structurer, c'était le bordel, on commençait limite à avoir des litiges. On l'a restructuré en une semaine, on a tout retourné, on a remis des étapes claires, on a mis des permanences, du customer care, des machins. Là, on n'a que des wins dans le groupe. Parce que maintenant, ils savent précisément ce qu'ils doivent faire et dans quel ordre. Quand les gens prennent un programme d'accompagnement, ce n'est pas le cas d'une formation, ce n'est pas forcément le cas d'un consulting, etc., mais un programme d'accompagnement, ils veulent arriver qu'on leur dise « Mois 1, tu fais l'étape 1 et 2. Mois 2, tu fais l'étape 2 et 3. Tant que tu n'as pas fini l'étape 3, tu ne fais pas l'étape 4. » Ils veulent être à l'école, en fait. Et si toi, tu veux pouvoir scaler ça avec des équipes, avec des process et avec un taux de litige qui est très bas, tu es obligé de faire un truc comme ça pour te B. Moi, je répète souvent à l'équipe, on veut un produit qui soit Google-proof. On veut un produit anti-Google. Ça ne veut pas dire que nos clients sont des Google. Ça veut dire que même si un Google rentre, il n'y a pas de problème. Parce que le truc est tellement structuré qu'on sait exactement. Okay. Du coup, très souvent, je me pose la question de la part d'entrepreneur je suis ou la part de coach / formateur.
Et en fait, j'ai un peu l'impression à certains moments d'avoir deux rôles dans la boîte. Ouais. Parce que je fais les one-one. Quelle est la différence entre la part de coach et la part d'entrepreneur? En gros, le stratège versus le responsable de la livraison. Et parce qu'il y en a beaucoup qui sont là-dedans, qui sont Ouais. partis. Et donc du coup, toi, tu te sens vraiment plus entrepreneur que coach? Et d'ailleurs, je suis un mauvais coach. Je suis pas mauvais en consultant, mais je suis un mauvais coach. C'est-à-dire que si tu viens chez moi avec des problématiques émotionnelles et des oui mais, moi en général, ça finit en litige juridique parce que je te gueule dessus. J'ai aucune patience pour ça. Aucune. C'est pour ça qu'il y a des gens qui le gèrent à ma place. Hein. Okay. Et moi, ce que j'explique à mes clients, c'est si vous voulez apprendre à conduire, est-ce que vous préférez monter sur un circuit avec un pilote de F1 ou est-ce que vous préférez le meilleur moniteur d'auto-école de France? Alors déjà, en général, les 3 dans la salle qui répondent toujours « Moi, je préfère le mec de F1 ». Alors ceux-là, c'est à la porte, direct, dégage. Hein, tu veux faire chier, c'est bon, on a compris, t'étais intéressant. Et tous les autres, en fait, ils vont comprendre que le meilleur dans une thématique n'est pas forcément le meilleur pour l'enseigner. Je disais sur LinkedIn, il n'y a pas longtemps, je peux citer 2 têtes, 20 mecs présents sur LinkedIn qui sont des meilleurs marketeurs que moi. Maintenant, j'ai créé un programme qui est capable d'accompagner des gens à comprendre le marketing, même s'ils n'ont pas cette sensibilité, et eux ne sont pas capables de le faire. Et juste savoir où est ta place. Et moi, souvent, c'est, je prends les premiers clients, je délivre, je structure avec l'aide de mon équipe, je sors. Parce qu'une fois que j'ai répété le truc 30 fois, déjà j'en ai marre de le répéter, mais en plus de ça, plus on va croître un produit, plus il y aura du tout venant qui te connaît moins bien dedans, plus ils auront de problématiques émotionnelles, plus ils auront besoin de structure, de cadre et d'une vraie relation de coaching, et moins je suis la bonne personne pour le faire. Donc en général, vraiment, je viens en explorateur, je fais toutes les conneries possibles, je prends du recul, je regarde comment les structurer avec l'aide de la team, et ensuite derrière, moi je m'extirpe au fur et à mesure des trucs que j'ai créés. Et on a eu beaucoup de clients qui nous ont dit, en fin de programme, en témoignage, je suis venu dans le programme pour Jérémy, j'ai été déçu de ne pas vraiment le voir, et après je me suis rendu compte de toute la richesse de l'environnement que vous avez créé, et en fait c'est vachement mieux. Ouais, donc c'est ton sujet, Clémence. Ouais, exactement. Merci pour ton partage. Et à quel moment tu décides de prendre cette vision, enfin d'aller là où tu es aujourd'hui, et comment tu gardes le focus? La décision, c'est de me dire que j'ai pas envie de bosser 18 heures par jour pour tout gérer moi-même. C'est de me dire que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu et que j'ai envie de jouer à chaque fois au niveau d'après. Et donc, quand j'ai fini, entre guillemets, un niveau, très vite, il me saoule. Mais j'ai pas non plus envie de faire ce que font beaucoup, c'est-à-dire que dès qu'un truc me saoule, je casse tout, je fous tout à la poubelle et je passe au truc suivant. Et donc, vraiment, je me suis toujours posé cette question de, ok, là, ce que je suis en train de faire actuellement, j'ai plus envie de le faire. Ça y est, ça m'a saoulé, ça m'amuse plus. Comment est-ce que je le structure pour que ce truc continue à vivre si moi, je pars jouer à autre chose? Donc, c'est toujours cette réflexion-là de dire, j'en ai marre de repartir à zéro tous les 3 ans. Comment est-ce que je structure pour avancer? Et sur le fait de rester focus là-dessus, quand tu vois le temps que ça te met à disposition, quand tu vois les équipes et comment elles peuvent s'épanouir là-dedans, quand tu vois les clients contents, quand tu vois les nouvelles opportunités que tu as, quand tu vois l'argent que tu as aussi, tu n'as pas envie d'arrêter en fait. Mais ça, tu l'as pas le jour 1. Dans le partage que tu nous as fait, il y a eu un moment donné où tu n'avais pas... Ouais, mais à chaque fois, si tu veux, j'avais toujours des micro-étapes avec des micro-récompenses quand même, tu vois. C'est, ah, il y a ce truc trop cool, ah, c'est la merde, mais ce truc trop cool, je ne l'ai pas oublié, j'en veux plus. Donc, je veux faire en sorte qu'il y ait de nouveau plein de trucs cool, ah, c'est la merde. Et au fur et à mesure, en fait, tu es moins connecté avec ce que tu ressens dans les moments de panique. Ça dépend des trucs, hein. Moi, il y a des trucs que je vis encore actuellement qui sont hyper durs, mais de plus en plus, tu vois des patterns. Et donc, moi, il y a des fois, par exemple, là, en début d'année, on a fait 2 mois à 145, 150 000. On a fini les 2 mois. Le mois d'après, je vois qu'on fait 105. Je dis à l'équipe, faites gaffe. Là, on a cramé le pipe de leads très très chaud. La période était propice, elle va l'être moins. On a rentré beaucoup de clients d'un coup. C'est le même pattern que l'année dernière. Voici ce qui s'est passé l'année dernière. Comment est-ce qu'on anticipe? Sinon, on va revivre le même truc. Et plus tu passes d'années dans le business à faire le même business, plus tu peux repérer des patterns et les anticiper. Et donc, moi, c'est dur. Il faut avoir de la distance opérationnelle pour pouvoir s'en rendre compte. Ouais, si tu es la tête dedans toute la journée, c'est impossible. Par contre, quand tu es en recul, en train d'observer tes tableaux, tes chiffres, les réactions de tes équipes, tes net promoter scores, tes trucs comme ça, tu peux repérer les tendances en fait. Moi, je suis quasiment tous les jours sur Heroes à regarder mes datas, sur mes Excel. Je vais lire ce qui se passe dans le groupe de clients et voir où est-ce qu'ils en sont. Je vais prendre le pouls au niveau du coaching, du customer care pour voir comment est-ce que ça se passe dans le programme. Je vais prendre des points de data un peu partout très régulièrement pour voir où est-ce qu'on en est en fait. Non, ouais. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant et inspirant.
Maintenant que tu es passé par tout ce chemin plus ou moins chaotique pour arriver à faire un produit qui correspond à tes critères, Ouais. est-ce que tu penses que maintenant tu peux processiser ça pour faire plusieurs produits en même temps ou tu repartirais qu'avec un seul produit et tu penses ces étapes-là? Là, on est en train d'en faire un deuxième qui va aller au-dessus du premier. J'en ferai pas plusieurs en même temps. C'est trop galère, ça implique trop de frais, ça demande trop de galères de structuration. Même si c'est plus facile qu'avant maintenant qu'on l'a fait une fois et qu'on sait le faire, ça reste toujours pas aussi facile que si on l'avait fait 40 fois, tu vois. Là, on est en train de structurer le deuxième produit. C'est beaucoup moins bordélique que le premier, mais ça reste bordélique. Et ça reste du challenge et du stress et des trucs et tout. Donc, un après l'autre, oui. Et je pense que le premier, on a mis 2 ans. Le deuxième, sûrement qu'on va mettre 6-8 mois. Le troisième, peut-être qu'on mettra 3 mois. Et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, on sera capable de faire ça en 15 jours. Mais on n'en est pas encore là. Et peut-être que si un jour, je vais jusqu'à une taille de boîte où on est 80 et on en a notre 30e produit, peut-être que j'essaierai d'en lancer plusieurs en même temps. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie.